Nous passons donc à présent à cette seconde table ronde qui a pour thème « Quelle place aux régions pour préparer l'avenir ?» Participe à cette table ronde Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Madame Florence Lambert, vous êtes présidente de la société Genvia. Et Monsieur François Bonneau, vous êtes président de la région Centre-Val de Loire. Florence Lambert, peut-être nous expliquer un peu ce qu'est Genvia, ce que fait Genvia en Occitanie notamment. Alors, Genvia a ses racines en Occitanie, donc est née d'une rencontre entre la région Occitanie, entre le CEA et entre le groupe Schlumberger, et a vraiment comme objectif de rendre possible ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le monde de l'hydrogène. Donc on imagine un monde qui va être décentralisé en croisant le renouvelable, avec notamment de la production d'hydrogène. Donc ça peut être un monde qui justement peut redistribuer également les ressources. Mais tout ça ne marchera que si et seulement si on sait produire de l'hydrogène sans émettre de CO2 et à un coût compétitif. Et c'est justement l'objectif de la société Genvia qui produit, puisque nous sommes nés il y a 6 mois. Et notre atelier aujourd'hui fonctionne à Béziers. Et nous aurons notre première ligne automatisée, donc qui va produire les électrolyseurs d'ici l'été 2022. Donc c'est une société qui va très vite, donc née au mois de mars. Aujourd'hui, plus d'une centaine de collaborateurs qui travaillent autour de ce formidable projet. Des racines occitanes très fortes, un laboratoire d'innovation qui est au centre de la recherche technologique grenobloise, et puis un soutien de l'État qui est aussi important puisqu'on doit être pré-notifié par les IPCEI et qui va justement nous donner le vent dans le dos et nous propulser pour demain devenir un grand de l'hydrogène. Donc effectivement, une entreprise clairement dédiée à la transition énergétique. François Bonneau, en Centre-Val de Loire, comme dans d'autres régions, mais en Centre-Val de Loire notamment, les transitions sont en plein essor. C'est dans ce contexte que vous avez initié les États généraux de l'économie et de l'emploi. Comment vous, en tant que président de région, vous appréhendez justement toutes ces transitions ? On est au moment de sortir de cette crise dans un temps carrefour. Il ne s'agit pas de faire repartir les choses comme elles étaient. L'économie, la vie sociale, la prise en compte des enjeux de l'activité humaine sur notre environnement imposent une évolution de notre modèle de développement, de notre modèle de croissance, impose finalement de répondre à un certain nombre de défis qui sont des défis très prégnants aujourd'hui. Et la crise ne les a pas générés. Elle en a, je crois, accéléré la visibilité. Et on peut considérer qu'il y a, je ne sais pas si c'est un consensus, mais une vision très partagée autour de la prise en compte rapide d'un certain nombre de défis. Il y a, à travers ce que vous portez, à travers ce que porte la région Occitanie, mais l'ensemble des régions aussi, il y a bien évidemment l'enjeu environnemental, il est fondamental. Si nous avions l'ambition de produire demain des biens ou des services avec le même rapport à l'environnement, qui est un rapport qui a affaibli notre environnement, nous irions à l'échelle d'une région, d'un pays, à l'échelle de la planète, directement dans le mur. Et il nous faut très vite soutenir les inflexions économiques touchant l'énergie, touchant la création de biens nouveaux, touchant les matières premières. Il nous faut prendre cela en compte très rapidement et ça suppose une activité, une mobilisation globale, une mobilisation, Madame la Ministre, au niveau de l'État, une mobilisation au niveau des collectivités territoriales et notamment des régions et des intercommunalités, métropoles, etc., dans le champ de l'environnement. Mais il y a aussi une transformation importante. Il faut repenser. Il faut repenser le développement économique. Quand nous nous sommes aperçus les uns et les autres qu'à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France, nous étions face à une crise très, très, très menaçante, dans l'incapacité de disposer d'éléments aussi premiers, aussi fondamentaux, aussi simples que des masques. On ne peut pas rester à ce constat. Quand nous nous sommes aperçus que sur les principes actifs de nos médicaments,
Nous étions en train de perdre toute forme de souveraineté au bénéfice d'autres régions du monde, au bénéfice de l'Asie, notamment de l'Inde, de la Chine. On ne peut pas en rester là. Lorsque, autre défi, nous prenons en compte l'importance du numérique dans nos vies, du numérique dans les services, du numérique dans la production, on voit bien qu'il y a là des défis qui sont de très 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 beaux défis. Enfin, j'en citerai un dernier qui est un défi lié à la marche de notre société. L'organisation de la production, l'organisation de l'économie telle qu'elle a été enregistrée ces dernières décennies n'a pas facilité une véritable solidarité dans notre société, puisque nous avons un niveau de pauvreté qui continue à augmenter et donc des écarts qui vont grandissant. Alors quand je dis ça, on peut se dire « oh là là, le monde va mal ». Comment se tirer de tout ça? Je dis ça parce que c'est un constat qui s'impose, mais c'est aussi une formidable opportunité pour l'action publique. C'est aussi une formidable opportunité pour les acteurs économiques, pour les acteurs sociaux. C'est une formidable opportunité, j'y pense de manière permanente, pour nos jeunes. On a un modèle à faire évoluer dans des temps qui sont des temps serrés. On a beaucoup parlé des temps tout à l'heure. Il faut que nous prenions ces défis comme des éléments fondamentaux qui nous chargent d'énergie, qui nous amènent à resserrer les rangs entre l'action publique et les porteurs de projets au niveau privé. Il faut resserrer les rangs au niveau de notre société, il faut plus de dialogue social, il faut avancer dans ce sens. Pour moi, c'est une nouvelle étape et c'est vraiment quelque chose qui est une nouvelle perspective que nous devons transformer en réussite, en nouvelle étape pour notre société qui soit une étape gagnante. Justement, Madame la Ministre, sur ce sujet des défis, des opportunités, le plan de relance est en cours. Est-ce que véritablement, c'est pour répondre à ce dont parle François Bonneau, répondre à ces enjeux de transition énergétique, mais également de réindustrialisation des territoires, qu'il est en place en fait, et qu'il doit fonctionner? Alors clairement, ces enjeux, ils sont au cœur du plan de relance, et les régions qui sont partenaires de ce plan de relance le savent bien. La transition écologique, c'est un tiers du plan de relance. Et puis, tous ces sujets de réindustrialisation pour conforter notre souveraineté, je pense que c'est quelque chose que chacun a pu voir pendant la crise, d'être plus autonome sur ces enjeux de santé, sur les enjeux d'alimentation, sur les enjeux énergétiques, c'est vraiment au cœur du plan de relance. Peut-être ce que je voudrais souligner, et je pense que les réflexions qui sont conduites dans la région de François Bonneau le montrent bien, c'est que quand on prend en compte la nécessaire transformation de notre économie, il ne faut pas oublier le capital humain. Ça veut dire qu'on a un défi considérable d'adaptation des compétences auxquelles il faut répondre, sinon c'est assez anxiogène, on va dire, pour nos concitoyens, de se dire l'économie est en train de se transformer, et nous, qu'est-ce qu'on devient dans ces transformations majeures? Donc c'est pour ça que depuis le début de la crise, dans le cadre de ce plan de relance, on a évidemment ces enjeux d'investissement dans le capital physique, mais on a aussi beaucoup de moyens pour adapter les compétences des salariés, permettre au sein de chaque entreprise aux salariés de se former pour tenir compte de la transition écologique, de la transition numérique, aussi de se reconvertir. Et je pense que c'est important, chacun voit bien qu'on a certaines activités qui sont en déclin, pendant que d'autres ont des énormes besoins de recrutement. C'est le sens des moyens qu'on met en œuvre dans le cadre du plan de relance, 1,3 milliard d'euros, pour accompagner la formation des salariés et leur reconversion. C'est le dispositif transition collective qu'on a imaginé avec les organisations patronales et syndicales pour permettre aux salariés dont les emplois sont menacés d'être accompagnés avec une prise en charge des coûts de formation et de rémunération pour rebondir vers des secteurs qui recrutent. Et là, en début de semaine, avec le Premier ministre, on a annoncé qu'on voulait remettre des moyens pour amplifier et prolonger les moyens qu'on consacre à la formation des salariés. C'est 600 millions d'euros de plus pour former 350 000 salariés de plus dans ces transitions qu'il faut évidemment conduire, mais pour lesquels il est indispensable d'accompagner les salariés. Moi, je voudrais dire à quel point je compte sur les régions, notamment sur toutes ces transitions pour permettre à un salarié dont l'entreprise
peut-être est en perte de vitesse dans un bassin d'emploi, de pouvoir être formé pour répondre aux besoins d'une entreprise qui recrute dans le même bassin d'emploi. Les régions qui ont la compétence de développement économique, elles sont vraiment des partenaires très importants pour accompagner ces transitions des salariés. Et je vous dis, je pense que si on dit à nos concitoyens l'économie change, le monde change et on ne fait rien pour vous, c'est particulièrement anxiogène. Je crois que c'est important de dire non, on est là, on va accompagner ces transitions pour les salariés, leur donner les compétences dont on aura besoin demain. On va revenir dans un instant sur effectivement ce sujet des reconversions, mais Madame la Ministre, vous parliez d'alimentation. François Bonneau, c'est également un sujet qui est en profonde transformation, notamment en région Centre-Val de Loire. Il y a un accompagnement, enfin on parle de relocalisation, de manger plus local. Madame la Présidente des régions y a fait allusion dans son discours tout à l'heure. C'est également un vrai sujet, et on va en parler après, qui suppose des formations, qui suppose des reconversions. C'est un vrai sujet, c'est un sujet de société d'abord. Je lançais, moi, avec les grands chefs de ma région, 2 étoiles, 1 étoile, les maîtres restaurateurs, l'automne gourmand à l'échelle de la région. Et puis, il y avait la presse. Et finalement, ils se sont tous exprimés sur un sujet que je n'attendais pas comme sujet phare de leur communication. Ils se sont tous exprimés sur l'approvisionnement local. Ils se sont tous exprimés sur les produits de saison en disant la force et la valeur de ce que nous faisons, c'est peut-être aujourd'hui d'abord cela. Et nous devons le transposer à la fois dans l'organisation de nos marchés, dans le lien entre producteurs, transformateurs, consommateurs. Nous devons le mettre au cœur de nos politiques publiques pour les communes, les départements, les régions par rapport à la restauration collective. C'est un enjeu. Mais je voudrais, puisque vous parlez, vous mettez en évidence Centre-Val de Loire, je voudrais vous dire que c'est une merveilleuse région de production agricole, région d'élevage, diversification, très marquée par le blé. Très marquée par le blé. Et nous avons insuffisamment mis en place des transformations locales des valeurs produites par l'agriculture. Certes, il y a une place pour les échanges mondiaux. Ils sont nécessaires pour notamment faire en sorte que toutes les régions du monde puissent s'alimenter. Mais nous devons aussi penser plus fortement à la transformation locale. Je vous donne un exemple. J'ai dans ma région une merveilleuse entreprise, une ETI sur le secteur de l'agroalimentaire. Hier, principalement une laiterie, aujourd'hui qui travaille beaucoup sur jus de fruits, etc. C'est laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel avec plusieurs implantations en France et en Europe. Le chef d'entreprise constate que finalement les protéines végétales dont il a besoin pour ses jus de fruits sont produites au Brésil. Et il se dit, comment on peut faire autrement ? Il engage un dialogue avec les agriculteurs de Beauce et il leur dit, et on accompagne ce travail, il leur dit, mais est-ce qu'on ne peut pas diversifier les productions en Beauce pour introduire des productions à forte valeur ajoutée protéinique ? Et il construit pour un investissement très massif un système industriel qui va permettre d'extraire ces protéines végétales et tout ça va se faire localement. C'est de la relocalisation, c'est de l'économie gagnante, ce sont des emplois et ce sont pour, je crois, pour nos territoires, pour nos responsables économiques, des éléments qui sont des éléments porteurs d'exemple. On doit aller vers ces relocalisations. Je pense qu'on a vécu trop exclusivement avec un système qui pensait l'échelle monde. Je pense vraiment que la productivité aujourd'hui n'est plus à ce niveau-là. Elle n'est plus à ce niveau-là si on prend en compte les enjeux environnementaux. Elle n'est plus à ce niveau-là si on prend en compte les enjeux de la compétence, les enjeux de la compétence, d'une économie plus territorialisée pour être efficace. Et on a un certain nombre de choses qui se mettent en place qui sont, je crois, qu'on accompagne à l'échelle des régions qui sont très prometteuses. Florence Lambert, sur ce sujet de la reconversion et de la formation des jeunes aussi, Genvia est véritablement à la pointe parce que vous innovez et vous essuyez quelque part un peu les plâtres avec ce projet, non ? Complètement, mais je voudrais quand même vraiment témoigner sur ce sujet de la reconversion et en vous disant, non seulement ça existe, mais ça marche formidablement. Ce qu'on ne sait pas forcément sur les technologies de l'hydrogène, parce que souvent on imagine que c'est très futuriste, c'est qu'en fait elles vont se reposer sur un socle de compétences qu'on n'a pas encore perdu en France, sur l'assemblage mécanique, sur la métallurgie, qu'on va retrouver dans plusieurs berceaux, l'oil and gas, donc c'était justement
le fait de l'entreprise de Schlumberger à Béziers, dite la Cameron, alors je ne le dis pas encore avec l'accent. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'automobile, notamment chez les assembliers. Et on en parlait à la table ronde précédente que ça va être un vaste sujet. Et donc, en fait, je vous disais tout à l'heure que cette aventure Genvia a démarré de cette prise de conscience entre l'Institut de recherche qui portait la technologie, 40 brevets, top 2 mondial, le groupe Schlumberger qui était plutôt en perte de vitesse sur ce territoire et la région. Et en fait, nous avons pu récupérer à peu près 50% de nos effectifs aujourd'hui sur la base des opérateurs qui sont issus de l'oil and gas. Dans cette usine, alors je le dis encore avec les yeux qui brillent, qui est magnifique, en briques roses, qui a plus de 100 ans d'histoire. Et je trouve que c'est un super témoignage également de pouvoir travailler sur la transition énergétique, sur des sujets d'avenir, c'est le sujet de la table ronde, mais en s'appuyant sur le socle du passé. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien, en fait, grâce au foncier qui était existant, donc on a pu construire tout de suite notre ligne, qui encore une fois, 6 mois après, fonctionne. Grâce aux ouvriers, aux techniciens, aux opérateurs qui étaient déjà formés, et bien en fait, dans la compétition internationale dans laquelle Genvia devra rentrer, et ben on y rentre avec 2 à 3 ans d'avance. Et justement, en s'appuyant sur ce socle déjà formé. Et ça ne s'arrête pas là, pour moi, parce que je pense qu'on a une grande responsabilité, nous tous, de construire un avenir autour de ces trajectoires. Enfin, moi, j'essaie de beaucoup échanger avec les jeunes, alors mes enfants d'abord, mais pas seulement, les lycées. Je trouve que c'est souvent très enrichissant. Et bien, souvent, les jeunes ne rêvent pas d'aller dans les usines. Ils vont plutôt rêver de numérique, d'un ailleurs, de faire des start-up à tout va. Et ben moi, aujourd'hui, j'ai envie de les inviter, justement, dans Genvia, à pousser la porte. Parce qu'en fait, une usine aujourd'hui, c'est magnifique, c'est du digital, c'est de la robotisation, c'est de la réalité augmentée. Et je pense qu'il y a aussi cette reconnexion à avoir vis-à-vis des jeunes. Et concrètement, alors, je suis ravie d'avoir pu m'appuyer et franchement, en temps industriel, 2 à 3 ans, c'est fabuleux et c'est très précieux. Mais il va falloir vraiment travailler dans la durée. C'est justement également tout le plan que nous avons avec la région Occitanie, pour pouvoir anticiper, parce que Genvia, à vitesse de croisière, donc à partir de 2028, c'est plus 500 personnes. Et donc plus 500 personnes à horizon 2028 dans notre bassin d'emploi, c'est demain. Et il faut absolument anticiper et vraiment pouvoir collecter, susciter les vocations au plus tôt. Alors l'idée que nous avons, parce qu'en fait, il y a un vaste champ dans ce sujet de l'hydrogène. Donc on va parler de l'hydrogène énergie, on va parler... Alors, et d'ailleurs, il y a des sujets au-delà de la métallurgie qui sont la céramique que nous avions anticipé ensemble dans votre belle région. L'idée, c'est de pouvoir justement travailler sur la formation des opérateurs de demain pour l'hydrogène. Donc ça sera probablement quelque chose de spécifique autour de Genvia, qui pourra évidemment servir à Genvia, mais aussi aux autres acteurs de l'hydrogène qui sont en train de se construire en France. Alors je pense à Symbio, je pense à McPhy, et qui sont également fondés sur ces sujets de métallurgie, d'assemblage mécanique. Donc c'est ça tout l'enjeu, et il faut vraiment commencer la trajectoire dès à présent. C'est un marathon pour moi. À vous entendre, il y a la question du sens finalement dans ces reconversions. C'est un peu ce que cherchent les plus jeunes. Oui, complètement. Alors moi, je suis tombée dans les énergies renouvelables il y a longtemps, mais c'est vraiment ce que j'ai redécouvert et qui me donne aussi du sens. C'est-à-dire quand je pousse la porte de mon usine et que je vais échanger avec les techniciens et les opérateurs, ils me disent je suis ravie de pouvoir non seulement faire fonctionner et puis perdurer ce territoire. Et je vous invite sur le site de Genvia, il y a un petit film qui explique toute l'histoire de cette belle usine avec une transmission intergénérationnelle, et je trouve que c'est magnifique. Donc il y a ça, donc de vraiment faire perdurer cet outil de production dans la durée, mais aussi quelque part de pouvoir travailler pour les générations futures et puis pour la planète, parce que même si, bien sûr, je crois que nous en sommes tous conscients, je crois que l'urgence s'accélère et cela donne du sens vraiment aujourd'hui à toutes ces personnes issues des reconversions. Et pour moi, c'est important parce que, pardonnez-moi, mais oui, la transition énergétique, ce n'est pas que abstrait, ce n'est pas que des taxes, c'est une vraie volonté également de pouvoir faire
correspondre ces objectifs avec des vrais objectifs d'emploi. Et nous sommes responsables de ça. Madame la ministre, au vu de l'exemple, est-ce que finalement, la difficulté aujourd'hui, c'est pas de faire rimer sens et compétences? Parce qu'on entend souvent dire, en France, on n'a pas les compétences, on n'arrive pas à employer dans l'hôtellerie, dans la restauration, les jeunes ne veulent pas aller dans les usines. Et comment fait finalement l'État pour parvenir à faire fonctionner ces choses ensemble? Alors effectivement, je pense qu'on voit qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés à recruter. Je pense qu'il faut qu'on ait tous en tête qu'à la base, il y a une bonne nouvelle, c'est que la reprise économique est très dynamique, on est en train de battre tous les records sur le nombre d'embauches depuis 20 ans, là, ces derniers mois. Donc c'est d'abord une bonne nouvelle. Mais effectivement, on se retrouve aussi dans une situation paradoxale qui est bien connue dans notre pays, d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter et puis, par exemple, de demandeurs d'emploi qui ne retrouvent pas de travail. Il faut évidemment qu'on arrive à sortir de ce paradoxe. Je pense que ça renvoie à des enjeux d'orientation. Et là, pour le coup, les régions sont au cœur de ces sujets. Les métiers de l'industrie, les jeunes ne les connaissent pas. Les métiers de l'artisanat, les jeunes ne les connaissent pas suffisamment. Donc je pense qu'on a vraiment un travail à faire sur l'image de ces métiers et sur l'orientation vers ces métiers. On a aussi des sujets d'attractivité qui relèvent des branches. Je peux vous assurer que mon ministère, nous sommes très motivés pour expliquer aux branches qui ont des emplois dont les premiers niveaux de rémunération sont aujourd'hui dans leur grille en dessous du SMIC, ça n'est pas très attractif. Quand vous proposez des emplois où il faut travailler tôt le matin et tard le soir avec une grande coupure dans la journée, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça et il faut que les branches s'emparent de ces questions. Mais on a évidemment des enjeux très importants d'adaptation des compétences. C'est tout ce qu'on porte avec les régions depuis le début du quinquennat, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, pour former davantage les demandeurs d'emploi. Vous savez qu'on double quasiment, dans le cadre des pactes régionaux, les sommes consacrées par les régions à la formation des demandeurs d'emploi. Et c'est évidemment très important qu'on puisse gérer cette adaptation des compétences. On veut aller plus loin, c'est aussi dans ce qui a été annoncé lundi, en remettant de l'argent sur la table pour former les demandeurs d'emploi, notamment les demandeurs d'emploi de longue durée, en entreprise, avec des formations sur mesure pour répondre au plus vite aux besoins de l'économie. Et ça, c'est donc des montants supplémentaires qu'on met en place, qui pourront donner lieu à des avenants à nos pactes régionaux avec les régions. On doit absolument mettre le paquet sur cette adaptation des compétences et donc cette formation des demandeurs d'emploi. C'est notre responsabilité collective de sortir de ce paradoxe français de demandeurs d'emploi qui n'en trouvent pas de travail et d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter. François Bonneau, il y a effectivement, vous permet de rebondir sur les pactes régionaux et puis sur la question de l'apprentissage aussi, parce que c'était une compétence des régions jusqu'au 1er janvier 2020. Comment vous, en tant que président de région, vous analysez ce sujet et du coup cette évolution? On est sur le point, ou un des points vraiment stratégiques de cette reprise économique, avec le sujet des qualifications, des compétences, de la ressource humaine disponible. On ne réussira l'entrée dans cette nouvelle étape, dans cette nouvelle forme de croissance et de développement, que si nous pouvons le faire. Je voudrais tout d'abord, et c'est important, il y a un certain nombre de responsables économiques qui sont ici, dire qu'il nous faut, j'y reviendrai, comme vous venez de le dire, Madame la Ministre, agir par rapport aux demandeurs d'emploi, c'est capital, on y travaille, j'y reviendrai. Mais il faut aussi que nous pensions la formation tout au long de la vie, pas simplement pour les demandeurs d'emploi. Je crois qu'il nous faut donner des perspectives d'évolution des compétences à des gens qui sont au travail. Et que cette dynamique-là, elle n'est pas suffisamment présente dans notre pays. Si on veut que nos concitoyens soient partie prenante de ce développement économique, il faut qu'il y ait du progrès social. Il faut qu'il y ait des perspectives de promotion. Et aujourd'hui, la formation tout au long de la vie,
elle n'est pas suffisamment développée. Il faut qu'il y ait à travers ça aussi la reconnaissance progressive des qualifications. Et lorsque nous faisons, et il faut le faire, lorsque nous faisons des réponses au plus près des besoins des entreprises, il faut aussi que nous les fassions avec cette nécessité impérieuse de reconnaître ce bien précieux que les personnes viennent acquérir, qu'elles soient demandeuses d'emploi, qu'elles soient en emploi, qui est une qualification dans un parcours professionnel, qui est un parcours d'émancipation personnelle, sociale et professionnelle. Ça me paraît assez fondamental de reposer ces fondamentaux aujourd'hui. Alors sur ce que vous avez noté, oui, il y a une augmentation très sensible du nombre de demandeurs d'emploi qui sont pris en charge, et notamment grâce à l'implication importante de l'État aux côtés d'une forte implication des régions, puisque c'est dans nos cœurs de compétences. Il faut poursuivre ça, et plus nous avançons, plus nous nous rapprochons de personnes qui sont porteuses de handicaps multiples, qui sont porteuses parfois de situations personnelles extrêmement dures, de charges sociales extrêmement prégnantes, qui sont également parfois porteuses d'un capital de formation initiale qui est relativement limité. Donc les choses sont compliquées, et je crois qu'il faut redonner du sens. Et qu'on a besoin d'agir. L'État s'engage, les régions sont fortement engagées, les organismes engagés. Il faut que nous agissions vraiment en étroite relation avec les entreprises, je le dis. Si on a aujourd'hui des stages comme on pouvait en faire il y a 20 ans, qui ne donnent pas véritablement une visibilité claire de l'entrée dans l'emploi, on n'arrivera pas à remobiliser ces personnes. On a donc besoin d'entreprises complètement engagées, qu'il s'agisse d'actions collectives ou d'actions individuelles. On a besoin de le faire dans une perspective territorialisée, d'où la décentralisation. Madame la ministre, c'est très important que cette formation professionnelle, elle soit organisée au plus près des territoires, entre les acteurs institutionnels et les entreprises. La réponse à apporter sur un territoire n'est pas la même. L'implication des entreprises, on l'a parce qu'il y a un besoin qui est ressenti localement, et on en a besoin sur tous les secteurs. On parle beaucoup aujourd'hui, à juste raison, des problèmes de l'hôtellerie, de la restauration, mais dans les secteurs industriels, il faut que nous bougions. Et dernier point sur lequel je veux venir, le problème de l'orientation. Oui, nous avons demandé une nouvelle étape de décentralisation avec une responsabilité sur l'orientation. Pas pour ajouter une barrette supplémentaire sur les épaules des présidentes ou présidents de région, mais parce que cette orientation, si on veut la concrétiser, si on veut donner à voir les métiers d'aujourd'hui et de demain, il faut véritablement que cela soit piloté, non pas simplement dans un programme national qui vient à travers les établissements se développer d'une manière un peu insipide. Il faut que nous puissions avoir sur les territoires des exemples de ces nouveaux métiers. Il faut que nous puissions favoriser la rencontre avec les entreprises. Moi, je sais que dans ma région, au cœur de la crise, j'ai mobilisé le MEDEF, la CPME, etc., en leur disant « Mesdames et messieurs, on a une situation terrible. Vous prenez beaucoup moins que par le passé des stagiaires en formation parce qu'il y a les enjeux sanitaires, et on comprenait bien pourquoi. Sauf que demain, vous allez venir nous voir, je ne pensais pas que ça viendrait aussi vite. Demain, vous allez venir nous voir en disant on a besoin de compétences. Et tous les jeunes qui sont en formation, ou une grande partie d'entre eux, n'ont pas pu finir leur formation parce qu'ils n'ont pas eu les stages qualifiants dont ils avaient besoin. On voit bien qu'à l'échelle des territoires, il faut que nous ayons cette articulation pour mettre une dynamique commune entre les responsables d'entreprise, leurs salariés qui peuvent être mobilisés dans la formation, les collectivités territoriales, les régions bien évidemment, mais les collectivités territoriales dans leur ensemble. Et je dis à François Baroin, je dis aux responsables des départements que par rapport à ces personnes qui sont isolées chez elles, qui ont perdu espoir, on a besoin de mobiliser tous les réseaux pour leur redonner confiance, pour les remettre en mouvement. Les régions portent la formation, on a vraiment besoin de travailler plus encore ensemble pour développer la remobilisation dans une période qui, je crois, le permet et le mérite. Madame la ministre, sur cette question de l'apprentissage, comment aujourd'hui l'État fait en sorte que ça fonctionne le mieux possible, et a fortiori dans une période où on sait que grosso modo, un jeune qui entre sur le marché du travail aura peu ou prou peut avoir jusqu'à 6 métiers parfois différents, peut-être pas forcément dans les mêmes branches d'ailleurs. Comment est-ce que tout ça s'anticipe, se prépare et surtout s'accompagne ? Alors, je pense qu'il faut effectivement qu'on ait tous en tête que notre économie, elle se transforme beaucoup plus vite qu'avant.
Et qu'effectivement, je crois que c'est vrai, on sera tous amenés, ou en tout cas les jeunes seront tous amenés à exercer plusieurs métiers tout au long de leur vie. Il faut pour ça qu'on casse l'idée qu'on se forme une bonne fois pour toute sa vie. Je pense qu'il faut qu'on aide, qu'on facilite l'entrée dans la vie professionnelle, qui est un parcours du combattant pour beaucoup de jeunes. Et moi, je crois vraiment à fond à l'apprentissage pour entrer plus facilement dans la vie professionnelle. On mise beaucoup sur l'apprentissage depuis le début du quinquennat et je pense que les résultats sont là. Vous savez, on est passé de moins de 300 000 apprentis en 2017 à plus de 520 000 en 2020, malgré la crise. Et je pense qu'on pourra même faire mieux sur la rentrée 2021. Donc, ces formations qui permettent aux jeunes de se former au plus près des besoins des entreprises, mais aussi en découvrant le monde professionnel. Et puis après, il faut vraiment permettre à chacun de prendre en main sa formation tout au long de la vie. C'est tout le sens du nouveau compte personnel de formation, vous savez, qui est accessible à tous grâce à une application. Il faut qu'on ait en tête que c'est un énorme succès. Il y a 1 million de Français qui se sont formés en 2020 avec mon compte formation. Je pense qu'on sera à plus du double au cours de l'année 2021. Donc chacun, avec son compte personnel de formation, peut se reformer, faire évoluer ses compétences ou se réorienter. Je voudrais aussi dire qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse davantage connaître, qu'il existe un service gratuit de conseil en évolution professionnelle. Chacun peut avoir un conseil pour faire un bilan de compétences, pour voir comment compléter ses compétences, voire se réorienter. C'est un conseil gratuit qui est insuffisamment connu. Et puis, dernier point, je le disais, je pense vraiment que si on ne veut pas que tout le monde soit totalement angoissé avec ces transformations rapides de l'économie, il faut qu'on dise qu'il y aura des solutions quand on a besoin de se reconvertir, qu'on a vraiment besoin d'une évolution professionnelle, passer, par exemple, comme on est en train de le faire, vous voyez, de personnes qui sont agents de nettoyage, qui vont pouvoir, et avec le télétravail, il y a besoin de moins d'agents de nettoyage pour les bureaux, on finance leur reconversion comme aide-soignant. Et je pense que c'est ces parcours-là qu'il faut qu'on prenne l'habitude d'accompagner, en tout cas que chacun sache qu'on sera capable de l'accompagner dans des reconversions de ce type-là. Monsieur Bonneau, vous souhaitez rebondir peut-être sur ce point de l'accompagnement ? Oui, il faut aussi, Elisabeth Borne, que nous réfléchissions à simplifier les choses. Je crois que la validation des acquis de l'expérience, qui est une très belle ambition, aujourd'hui, quand même, quand vous écoutez les gens qui se confrontent à ça, c'est d'une exigence totale. Il faut que nous acceptions l'idée de démarche progressive. On a trop tendance à ossifier, à durcir les choses. Il y a le problème du conseil, mais il y a le problème du produit lui-même. Il faut absolument le simplifier. Et si vous permettez, ça me permet de revenir sur un point sur lequel je suis totalement en accord tout à l'heure avec ce qu'a dit François Baroin, s'agissant de cet Eldorado du télétravail. Je crois qu'il faut que nous fassions très attention à cela. Je prends volontiers un exemple. Lorsque j'étais tout jeune, il y avait tout près de chez moi une dame qui était dans la confection. Elle travaillait dans sa cuisine. On lui apportait le lundi matin les pièces qui étaient assemblées. On venait les chercher le samedi midi. Elle travaillait seule. Est-ce que c'est quelque chose que nous souhaitons, de manière ou d'une autre, pour nos concitoyens aujourd'hui ? Certes, il y a une part de télétravail qui peut être mise en place, mais ne laissons pas partir avec l'eau du bain ce que constitue véritablement l'épanouissement dans un collectif de travail. Ne laissons pas partir ça, et je le dis par rapport à la notion de promotion, par rapport à la notion d'ambition, par rapport à la notion de fierté d'être dans une entreprise qui produit des biens et des services. Je pense que c'est un des éléments de l'équilibre de la vie et qu'il ne faut surtout pas considérer qu'on va individualiser à l'infini les choses, qu'on va finalement faire du travail quelque chose qui est simplement un produit que l'on rend. C'est aussi un investissement individuel qui permet aux gens de vivre dans un collectif, et un collectif épanouissant.
Madame Lambert, pour finir sur Genvia, est-ce que finalement le modèle que vous êtes en train de monter aujourd'hui et qui avance très vite à vous écouter, est-ce qu'il est duplicable ailleurs, dans d'autres régions? Est-ce que c'est justement son intérêt, non seulement sur l'aspect purement industriel, mais aussi sur ces reconversions et sur ces nouvelles compétences qui sont demandées aux plus jeunes? Oui, complètement. Et je pense que c'est vraiment toute la vertu de cette synchronisation. Enfin, encore une fois, je crois que quand on fait vraiment l'analyse de quelles vont être les compétences d'avenir, je pense qu'on serait assez surpris de voir qu'il peut y avoir, alors peut-être pas une complète correspondance, mais bon nombre. Et donc on a une vraie responsabilité de les faire correspondre et du coup d'entraîner plutôt des compétences en déclin ou des centres en déclin vers ces thématiques d'avenir. Donc moi je trouve que en partant de cette expérience de Genvia qui, encore une fois, nous fait accélérer grâce à cette reconversion, c'est pas un pis-aller, c'est un atout. Je pense qu'on peut le refaire sur d'autres sujets autour de l'hydrogène, sur d'autres sujets de la transition énergétique. J'ose parler de solaire, par exemple. On peut vraiment utiliser des compétences issues de bassins d'emploi pour d'autres. Après, je voudrais quand même revenir sur le fait que ça va être un marathon. Et je pense qu'il faut pas qu'on se leurre. On va avoir besoin de se synchroniser sur la durée, donc c'est ce qu'on se souhaite, parce que ça ne sera pas du one-shot. Genvia, quand elle sera sur la vitesse de croisière que je mentionnais tout à l'heure, donc au moins 500 emplois, une capacité de production à entre 1 et 2 gigawatts d'électrolyseurs, on ambitionne d'être à moins de 2 € le kilo. Et là, on sera vraiment parmi les géants mondiaux. Mais ça ne fait que commencer. Et donc, pour garder et gagner cette bataille, garder ce leadership, il va falloir qu'on fédère l'innovation, parce qu'en fait, la technologie doit rester à la pointe, l'outil de production doit rester à la pointe. Et un outil de production, c'est pas juste une usine et on ferme les portes, c'est un ensemble d'autres acteurs connectés entre les régions sur toute la chaîne de la valeur. On parlait tout à l'heure du sujet céramique qu'on avait développé sur la plateforme Alliance. C'est le cœur, par exemple, de la technologie Genvia. Et lorsqu'on sera à ces 2 € le kilo, pour aller encore en dessous, j'ai besoin d'avoir la meilleure céramique du monde. Donc c'est ce marathon que nous sommes vraiment en train de faire et qui ne marchera que seulement si on est connecté. Donc l'innovation, un écosystème qui va se façonner dans la durée. Et là, c'est de la connexion entre vraiment ces grands projets. Et là, je crois que ce qui va être lancé ou ce qui est lancé depuis quelques heures sur l'hydrogène dans le cadre du Conseil national est très très important. Et puis il y a une vision d'écosystèmes territoriaux avec l'ensemble de ces agrégats, de ces points forts, de ces champions qui vont faire gagner vraiment ces industries sur le long terme. Et puis après, de manière très pratico-pratique, le fait de pouvoir se synchroniser, notamment Genvia avec ses racines occitanes, fait que pour moi, dans une des batailles, c'est non seulement la compétence, mais c'est le foncier. Et il va falloir que toujours nous ayons une longueur d'avance et qu'on ne soit jamais bloqué. Sinon, les décisions peuvent se faire réellement ailleurs. Donc c'est un marathon qu'on s'apprête à faire. Merci. Merci à vous. On arrive au terme de cette table ronde. Merci à vous d'y avoir participé.